Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour parler aujourd'hui des savons en 10 points. Donc le savon est un cosmétique de base qu'on retrouve chez chacun, dans toutes nos maisons. C'est un cosmétique de base, discret, mais pour autant il y a beaucoup de choses à dire sur ce produit et c'est ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui en vidéo et en 10 points. Point 1, le savon, une histoire très ancienne. Les savons sont des produits d'hygiène qui sont extrêmement anciens. Au niveau de leur histoire, il est très difficile d'avoir des sources sûres et on va plutôt avoir un certain nombre de légendes qui vont justifier ou qui vont expliquer l'origine de ce produit. Alors, l'une des premières évocations de ce cosmétique remonte 2000 ans avant notre ère, où on trouve une recette de savon sur une tablette sumérienne. Cette recette évoque la présence d'eau, d'alcali et d'huile. 1000 ans avant notre ère, on a cette fois-ci une légende romaine qui nous parle d'une première saponification qui aurait eu lieu tout à fait fortuitement dans un lieu qui est proche de Rome, qui est le mont Sapo, et qui était un lieu où on réalisait, où on sacrifiait en fait des animaux. Donc la saponification s'est faite de façon fortuite puisqu'il y a eu un mélange entre la graisse animale et un certain nombre de cendres végétales avec en plus de l'eau, et donc il se forme un mélange savonneux. Ensuite, on trouve également une origine de ce savon dans les textes de Pline l'Ancien, qui attribue la découverte du processus de saponification aux Phéniciens, et on situe cela 600 ans avant Jésus-Christ. Ils auraient été capables, à partir de cendres végétales et de graisse, en particulier de chèvre, de produire deux catégories de savons, l'un qui aurait été solide et l'autre qui aurait été liquide. Enfin, dans les documents les plus récents, on peut citer un livre qui a été rédigé par Paul Devaux en 1887, qui a un titre savoureux, puisqu'il s'agit de Secrets de femmes célèbres, de mondaines, de demi-mondaines et d'actrices contemporaines, avec un sous-titre « Les auxiliaires de la beauté ». Et dans cet ouvrage, il va donner sa version des faits. Il dénie aux Romains et aux Gaulois l'invention de la fabrication du savon, et pour lui, le savon est d'origine génoise. Ce serait la femme d'un pêcheur de Savone, une ville qui est située près de Gênes, qui aurait fait chauffer de la lessive de soude dans un vase dans lequel il serait resté des traces d'huile d'olive, et il en serait sorti une substance molle qui n'était autre que du savon, un savon à l'état primitif. Donc on a finalement, au fil des siècles, au fil des millénaires, un certain nombre de légendes qui vont retracer l'histoire de ce cosmétique. Point 2, le savon, un excipient médicamenteux. Il faut savoir que le savon entretient depuis plusieurs siècles des liens étroits avec le domaine médical et ceci est extrêmement important à comprendre. Ça va permettre d'analyser ce qui se passe encore actuellement avec les publicités de certains savons. Tout d'abord, le savon a une importance en matière d'hygiène hospitalière puisque au XIXe siècle, le docteur Semmelweis, qui est confronté à des décès nombreux liés à la fièvre puerpérale, va proposer l'utilisation du savon, un lavage soigneux des mains, eau et savon. Rapidement quand même, il va se rendre compte que c'est un peu insuffisant et qu'à ce lavage au savon, eau et savon, il va falloir ajouter un antiseptique. Le savon est aussi préconisé par la comtesse de Ségur qui parfois se piquait de conseils médicaux dans un ouvrage qui s'appelle « La santé des enfants » paru en 1856. Elle propose 3 applications pour le savon et ces 3 applications, ce sont d'abord les convulsions. Elle propose de réaliser des bains de pieds d'eau savonneuse chez les enfants qui en sont victimes. Les croûtes du visage, là, pour ce faire, la comtesse plaide pour une toilette à l'eau et au savon du visage et du corps tous les matins. Et puis enfin, les brûlures, ce qui peut paraître assez surprenant. Notre bonne comtesse suggère de réaliser des emplâtres avec du savon râpé.
Autre aspect, le savon a été utilisé comme un excipient pour préparer un certain nombre de formes galéniques. Et là, il s'agit de Paul Ouna, qui va utiliser largement le savon comme excipient. Ça lui permet d'incorporer par exemple de l'ictiol, de l'acide salicylique, du soufre ou encore du résorcinol pour faire des préparations topiques. Tous ces aspects sont importants pour comprendre pourquoi certaines sociétés, encore au XXIe siècle, donnent des indications thérapeutiques pour le savon. Et à cette occasion, nous voulons une fois de plus rappeler que le savon est un cosmétique et que de ce fait, en tant que cosmétique, il ne peut aucunement prétendre prévenir ou guérir une pathologie quelle qu'elle soit. Alors, point 3, le savon, véritable produit de beauté. Donc, dans ce point, il va y avoir deux sous-points. Le premier, c'est d'abord le fait que le savon ça a constitué l'ingrédient de base des crèmes ostéarates. À la toute fin du XIXe siècle, on voit se multiplier sur le marché un certain nombre de crèmes dont la base est véritablement le savon. Donc ces crèmes vont porter le nom de crème ostéarate, ça c'est pour les chimistes. Pour le grand public, on va trouver des noms qui sont un petit peu plus alléchants ou un petit peu plus propices aux rêves. On va les appeler les vanishing cream, les crèmes évanescentes, on va les appeler aussi les neiges ostéarates et on évoque également la notion de mousse puisqu'obligatoirement ça va avoir tendance à mousser. Alors l'une des crèmes de ce type, c'est une crème qui est célèbre, que l'on trouve toujours sur le marché, c'est la crème Diadermine. Le pharmacien René Serbelot, qui est un pharmacien auquel on aime faire référence, dans son formulaire de parfumerie paru en 1933, décompose, nous donne la formule de cette crème Diadermine. Il nous indique qu'il y a 170 g d'acide stéarique pour 25 g de soluté officinale d'ammoniac, pour 700 g de glycérine et pour 125 g d'eau distillée. Donc on se rend compte que c'est une formule qui est extrêmement simple. On n'est plus habitué de nos jours à des formules aussi courtes. Il y a seulement 4 ingrédients et on serait tout à fait capable de nos jours de reconstituer une formule aussi simple. Cette crème Diadermine, c'est une crème qui est multifonction, puisque quand on regarde les publicités, on va voir qu'elle sert à la fois au nettoyage de la peau, mais que c'est également une crème de soin. Donc à la fois crème de soin ou produit d'hygiène, elle avait cette double casquette. Alors le deuxième sous-point, cette fois-ci, ça concerne le savon comme produit de beauté à part entière. Ça ne va plus être un ingrédient, ça va être un cosmétique par lui-même. Entre 1879 et 1930, on va voir des marques de savon qui vont se multiplier et chacune de ces marques va avoir à cœur de se distinguer par rapport aux autres. Si on cite par exemple le savon Cadom, on sait tous que c'est le savon des bébés heureux. On a le savon Roger Cavaillès qui est un savon sur gras pour peau sensible. Le savon luxe, c'est le savon des stars. C'était un peu osé de placer le luxe au niveau d'un savon, ils l'ont fait. Et puis mon savon, c'est le savon de toute la famille. Alors, on pourrait multiplier les exemples, on se contentera de ces 4-là. Point 4, le savon, un cosmétique et une entité chimique. Dans l'esprit du public, il existe une grande confusion, car lorsque l'on évoque le mot savon, la grande majorité des gens ne pensent qu'aux produits solides, qu'on peut appeler aussi bien sûr une savonnette, sans se poser du tout de questions sur la composition réelle d'un tel produit. D'un point de vue, cette fois, chimique, il faut savoir que le savon, c'est un sel d'acide gras qui est obtenu par la réaction chimique de saponification. Donc il faut soit une matière première d'origine animale, c'est le suif traditionnellement, soit une matière première d'origine végétale comme les huiles et l'huile d'amande douce en est un bon exemple. Et puis cette matière lipophile va être saponifiée par une substance alcaline, une base, c'est la soude, sous forme de pastille par exemple, représentée ici, ou de la potasse. Si la base est de la soude, le résultat ce sera un savon solide, c'est-à-dire une savonnette. Si la base utilisée est de la potasse, eh bien cette fois on aura un savon liquide, ce sera toujours un savon, mais il se présentera sous une forme liquide. Donc pour savoir
à quoi l'on a affaire, eh bien, il convient de regarder d'une manière attentive la liste des ingrédients. Comme toujours d'ailleurs, c'est très important pour un cosmétique de regarder cette liste des ingrédients. Et dans le cas présent, on va voir sodium tallowate pour ce produit, donc c'est un savon de suif, suivi d'un peu d'eau, et sodium cocoate, donc c'est également de l'huile de coco qui a servi à sa fabrication. Il y a de l'EDTA, tétrasodium EDTA, c'est une matière première dont il ne faut pas avoir peur, c'est un séquestrant, ça permet de capter les ions calcium quand l'eau de l'endroit où on habite est très calcaire, et ça évite ainsi le dépôt calcaire sur l'émail des sanitaires, mais également sur la peau par exemple. Point 5, avantages et inconvénients du savon. Selon l'expression consacrée, le savon va posséder les défauts de ses qualités. Le savon, c'est un produit d'hygiène qui est efficace. Il possède en effet un caractère détergent. Il va donc éliminer efficacement les salissures qui sont présentes à la surface de la peau. Et cette action détergente efficace va malheureusement entraîner un effet délipidant. En effet, à la surface de la peau, on va avoir un film gras, qui est le film cutané de surface, qui exerce un rôle protecteur et qui va être en partie éliminé. Donc si on élimine ce film protecteur, on va avoir ce que l'on appelle un effet délipidant, donc un effet asséchant. Par ailleurs, le savon va avoir un pH alcalin, il est donc irritant. Alors, ce savon, c'est le produit d'hygiène de base. C'est un produit qui est peu coûteux, qui peut tout à fait convenir à une large fraction de la population, mais qui en revanche ne conviendra pas aux personnes à peau sensible, pour lesquelles il faudra plutôt conseiller un Syndette. Point 6, la notion de savon surgras. Pour pallier à l'effet desséchant des savons, il existe une bonne solution, c'est d'incorporer un corps gras qui va agir comme un agent surgraissant, d'où le nom que l'on donne à ces savons, savons surgras. Ils vont former un film protecteur à la surface de la peau et donc pallier l'effet desséchant. On pourra remarquer que beaucoup de savons du commerce sont finalement des savons surgras, même si certains sont plus emblématiques que d'autres dans le domaine. Tous n'en font pas étalage sur leur emballage. On va détailler succinctement les ingrédients de celui-ci. Donc, c'est bien un vrai savon, puisque c'est un savon de suif, sodium tallowate. Il y a aussi de l'huile de coco qui a été saponifiée puisqu'on trouve sodium cocoate, donc un véritable savon. Mais il y a en plus de l'huile d'amande douce et de l'huile de noyau de pêche qui sont en quantité en surplus, donc c'est eux qui vont constituer les éléments surgraissants de la formule. Dans ce savon, il y a un peu de lanoline, donc il y a une grosse controverse depuis de nombreuses années sur cet ingrédient. Il vaut mieux ne pas utiliser un produit renfermant de la lanoline sur peau excoriée. Quand la peau est saine, il n'y a pas de problème particulier à son emploi. Point 7, le mystère du savon sans savon. Avant de chercher à résoudre ce mystère, le premier constat qu'on peut faire, c'est que visuellement, entre un savon, le savon le chat, et un Syndette, le Syndette Aderma, visuellement, il va être difficile de savoir qui est le savon et qui est le Syndette. Donc visuellement, il n'y a pas de différence. Il va falloir vraiment se pencher sur la composition. Donc pour en revenir au savon sans savon, on peut également les nommer de façon moins mystérieuse les pains dermatologiques ou également les syndettes. Alors ce terme syndette, ça vient de l'anglo-saxon puisque ça correspond à une contraction de deux mots, synthétique, détergent. Et ça dit bien ce que cela veut dire, c'est-à-dire que dans ce pain dermatologique, on va trouver des tensioactifs de synthèse. Donc il a fallu attendre le début du XXe siècle où on a commencé à synthétiser un certain nombre de molécules, et en particulier des détergents, pour voir apparaître ce type de produit sur le marché.
Alors, qu'est-ce qu'il faut préférer? Donc, en général, pour les peaux sensibles, on recommande plutôt les syndettes. Si les tensioactifs qui ont servi à formuler le syndette sont bien choisis. Si on choisit des tensioactifs irritants, il est évident qu'il n'y aura aucun intérêt à préférer un syndette par rapport à un savon que l'on dirait authentique. Point 8. Le savon d'Alep, un problème réglementaire de taille. Si on se réfère à la liste des substances interdites par la réglementation dans l'Union européenne, on trouve sous le numéro d'ordre 359 l'huile de graines de Laurus nobilis, c'est-à-dire des graines de laurier noble. En revanche, l'inventaire des ingrédients cosmétiques fait état de 2 matières premières qui peuvent être utilisées dans l'industrie cosmétique et issues du laurier noble. Il y a d'abord Laurus nobilis oil, c'est-à-dire une huile extraite des fruits de ce même laurier noble, et Laurus nobilis extract, qui est un extrait de feuilles toujours de laurier noble. Pour récapituler, pour résumer ces différents aspects réglementaires, l'huile volatile est autorisée alors que l'huile fixe est interdite. Il est très difficile finalement de se faire une idée exacte de la matière première qui va être utilisée pour la fabrication du savon d'Alep, et est-ce qu'un savon d'Alep est vraiment exempt d'huile de graines, qui est une matière première interdite. Ça pose quand même un problème très important. Deuxième problème, les conditions de fabrication ne sont pas toujours des conditions conformes aux bonnes pratiques de fabrication, BPF, exigées par la réglementation européenne. Par ailleurs, pour ce type de savon, on trouve vraiment beaucoup d'allégations médicales. Le savon d'Alep est parfois recommandé pour traiter de l'eczéma, du psoriasis, voire des douleurs rhumatismales. Et une fois de plus, on rappelait qu'un savon d'Alep ou autre est un cosmétique et qu'il ne peut en aucun cas être fait référence à une quelconque pathologie. Point 9, le liniment oléocalcaire, un savon qui cache bien son nom. Depuis quelques années, on constate un véritable engouement pour le liniment oléocalcaire, qui est conseillé en particulier pour le change des bébés, donc pour les nourrissons. Donc les personnes qui vont le conseiller vont argumenter en disant que c'est un produit naturel qui permet de nettoyer les fesses des bébés en douceur. Et sur certains sites, on va même trouver le fait que ce liniment ne doit pas être rincé, qu'il doit rester à la surface de la peau et qu'il va y former un film protecteur. Alors, d'un point de vue de la composition, c'est une formule qui est extrêmement simple. Ce liniment oléocalcaire ne comporte que 2 ingrédients. C'est d'une part de l'huile d'olive et d'autre part de l'eau de chauffe. Et obligatoirement, en associant ces 2 ingrédients, il va se former un savon. Donc, pour cette raison, le liniment oléocalcaire, c'est un savon comme un autre. C'est un savon liquide. C'est un produit nettoyant qui doit donc obligatoirement être rincé. Il ne faut absolument pas le confondre avec un produit pour le change, une crème qui est faite tout exprès pour rester sur la peau. Point 10, et dernier point, le savon liquide, c'est possible. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, il est possible d'obtenir des savons liquides, des savons solides, tout dépend de la base qui va être utilisée pour le produire. Face à un savon liquide, il conviendra aussi de se poser une question, est-ce que j'ai affaire à un savon ou est-ce que j'ai affaire à un syndette? Et pour le savoir, il faut regarder les compositions. Donc ici, par exemple, on voit potassium cocoate. Donc ce savon liquide a été produit avec une huile de coco et de l'hydroxyde de potassium. En revanche, ici, avec le nom, on peut avoir tendance à croire que c'est un savon, mais c'est de l'ammonium lauryl sulfate, donc c'est un syndette, avec en plus l'ammonium lauryl sulfate, qui est un détergent assez irritant. Ici, on a à nouveau potassium cocoate, c'est le même type de formule que le premier produit présenté. Et enfin, ce dernier, sodium laurette sulfate, c'est un syndette puisque c'est un tensioactif de synthèse avec une supériorité de ce produit sur celui-ci puisque le laurette sulfate est une molécule moins irritante, produit d'étoxylation, moins irritant que le lauryl d'origine. Pour en savoir plus, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'ingrédients, tout en plus dans les syndettes, nous vous invitons à vous rendre sur notre blog
regard sur les cosmétiques et nous vous disons au revoir jusqu'au prochain regard en vidéo.